Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers gradés, chers officiers, chers collègues et néanmoins amis, etc., etc., on arrêtera là. Hein. Donc débute l'après-midi. Alors c'est pas le mieux l'après-midi parce que comme vous êtes sustenté massivement lors du buffet que nous avons mis gracieusement, et heureusement que vous avez honoré parce que nous eussions été peinés que ce buffet reste abandonné. Ce dossier, oui, c'est un lapsus révélateur. Tel ne fut pas le cas. Donc commence la séance d'après-midi durant laquelle vous aurez entre autres joies celle de m'entendre. Hein, oui, enfin j'espère, bon, vous me direz ça. Mais plus précisément, même si le capitaine Le Petit, pour des motifs de grève endémique et pandémique dans les transports, n'a pas pu venir, néanmoins son esprit est parmi nous et plus particulièrement il s'est concrétisé sous la forme d'une intervention écrite que Dieu, enfin, pour rester dans le cadre d'une incarnation, va nous présenter de manière plus synthétique, j'imagine, que si l'intéressé était là. Intervention portant sur un thème tout à fait mineur, l'évaluation des liens entre la population et la gendarmerie. Un sujet très pointu sur lequel il y a certainement très peu à dire, donc on ira vite. Ensuite, après, pour rester dans le même ordre d'idée néo-mystique, nous aurons droit à la vision du service rendu, qui sera présentée par Olivier Châtelain, qui est chef de mission du pilotage et de la performance de la DGGN, qu'on ne présente plus. Non pas Olivier Châtelain, mais la DGGN, bien entendu. Et ensuite, vous supporterez, mais rassurez-vous, ce ne sera pas trop pénible, l'approche de moi-même sur des liens renouvelés. Je ne sais pas s'ils sont renouvelés, en tout cas, ils sont changés. La gendarmerie entre périurbanité et métropole. Et vous verrez, enfin, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le savent parce qu'ils le vivent, ils le pratiquent au quotidien. Effectivement, l'image gendarmique, depuis pas mal d'années d'ailleurs, encore plus maintenant, est en décalage, l'image dans, je veux dire, dans le grand public, la vision, pour employer le terme d'intervention précédente, par rapport à la réalité des institutions gendarmiques qui sont tout autres. Ne parlons même pas du gendarme de Saint-Tropez et de sa chasse aux nudistes, dont le terme d'ailleurs est absolument discriminatoire, vous l'avez compris, parce que dimanche était la journée mondiale du naturisme. Donc on ne chasse pas les naturistes. Ils ont des camps réservés, ce qui évidemment nous fait penser aux camps de réfugiés, mais enfin c'est un autre problème. Donc sans plus attendre, François Dieu va nous présenter avec brio et brillance évidemment la synthèse du travail du capitaine de Gilles, pardon, Le Petit, parce qu'il est en effet capitaine de gendarmerie. Gilles Das. Oui, bon, d'accord. Enfin, c'est un peu le même ordre d'idée. À la DGGN, à la délégation du patrimoine. François, tu as la parole. Si tu me donnes le micro. Mais je te prête le micro. Oui, alors, surtout que dans la chasse aux nudistes, si vous n'avez pas échappé que les gendarmes cachaient leur attribut masculin dans le képi, alors que le képi a quasiment disparu. Et aujourd'hui, c'est le bonnet de police. Donc imaginez ce que ça pourrait donner avec un gilet de police. Voilà. À suivre. Alors, donc il m'appartient de remplacer Gildas Le Petit, donc, qui est un historien réputé, qui a publié des choses extrêmement intéressantes, je le dis en son absence, hein, notamment sur la période napoléonienne. Hein, il a écrit quelques articles et un ouvrage de référence. Il fait partie de cette école renouvelée depuis quelques années d'historiens qui, sous l'impulsion de notre collègue et ami Jean-Noël Luc, professeur à l'Université de Paris IV, se sont intéressés aux questions de gendarmerie. Arnaud Dominique Hout, Aurélien Lignereux, Gildas Le Petit et d'autres, hein, qui ont écrit des choses passionnantes, franchement, sur l'histoire de l'institution gendarmerie. Alors c'est bizarre pour moi de parler avec les mots enfin plutôt les écrits de quelqu'un d'autre, parce que bon, comme vous le savez peut-être, j'ai commis aussi quelques écrits sur la gendarmerie depuis de nombreuses années. Donc je vais essayer de le synthétiser parce que comme ça vous obligera à lire d'ailleurs son texte final, parce que je pense que ça s'y prête bien aussi à la synthèse. Et puis parce qu'il faut qu'on finisse pas trop tard ce soir. Alors, dans son texte, Gildas Le Petit partait d'une phrase qui a déjà été citée ce matin, un mot prononcé par le général d'armée Roland Gilles. Ça me fait toujours plaisir de l'évoquer parce que j'ai une tendresse particulière pour Roland Gilles, pour l'avoir bien connu dans ses différentes fonctions, lui aussi tout petit comme Marc Platongoire, que j'ai connu presque enfant, enfin enfant gendarmerie. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais en tout cas, c'était comme ça. Et le Roland Gilles, c'est pareil, hein, je l'ai connu chef d'escadron, donc vous voyez, ça ne nous rajeunit pas, et qui est un homme, qui a dit des choses très, très bien pensées. Et là, en l'espèce, l'idée, c'était que le gendarme était, je cite, l'homme d'un terroir.
C'est une belle image, d'ailleurs, de dire que le gendarme est l'homme d'un terroir. Le serviteur direct du peuple. Alors c'est vrai que, bon, évidemment, ce jugement, hein, et donc, c'est pas moi qui parle, c'est Gildas le Petit, hein, donc, que ce jugement, bien sûr, on peut le taxer de subjectivité, mais, parce que c'est un gendarme qui parle de la gendarmerie, et vous l'avez noté, les gendarmes, quand ils parlent de la gendarmerie, on ne peut pas leur demander d'être objectifs. Ils sont passionnés, etc. Voilà. Mais malgré cela, ce jugement était quand même assez caractéristique d'une continuité historique qui caractérise le gendarme à travers les époques, c'est-à-dire ce lien avec le terroir, ce lien avec la population, ce qui fait, je crois, une des singularités de cette institution. Ce que d'ailleurs le grand historien Fernand Braudel avait lui-même identifié dans les années 70, lorsqu'il écrivait que le gendarme, je cite, cette poigne rude de l'État, poigne rude de l'État. C'est la garantie de la paix intérieure, la sûreté des routes, le ravitaillement assuré des marchés et des villes. Et en cela, d'ailleurs, Fernand Braudel reprenait là aussi une phrase célèbre citée en son temps par Napoléon. Alors, dans son intervention, Gildas le Petit propose plus exactement un panorama historique très, très, très large sur cette institution de 9 siècles d'histoire, qui apparaît, alors, bon, 9 siècles d'histoire, mais en réalité, bon, c'est un abus de langage, parce que l'histoire, et ça, Gildas le Petit l'explique bien au début, l'histoire, le point de départ de la gendarmerie telle qu'on la connaît, c'est 1536. La gendarmerie a été créée fondamentalement par le roi François Ier, lorsque ce dernier décida par pragmatisme d'étendre les compétences judiciaires des gendarmes, de l'époque, qui ne s'appelait pas gendarmes évidemment, à la police des gens civils, alors que jusqu'alors l'institution était cantonnée uniquement dans une fonction de prévôté, de police militaire. Et par pragmatisme, il décida, lors de la déclaration de Fontainebleau, d'étendre ses compétences à la police de toutes les populations en milieu rural, ce qui est le point de départ vraiment du développement de la gendarmerie dans sa mission de police judiciaire, dans sa mission policière plus largement, puisque jusqu'alors elle n'était qu'une police des gens de guerre. L'autre date importante, et de mon point de vue vraiment la plus importante, c'est rappelé par Gildas le Petit, c'est 1720. C'est une date aussi qui est très chère aux gendarmes, qui est le point de départ de la gendarmerie territoriale, de la territorialisation, de la sédentarisation. L'historien Clive Hemsley parle de colonisation de l'espace national par la gendarmerie, c'est-à-dire à partir du moment où la gendarmerie va être disséminée en unités permanentes sur l'ensemble du territoire, je dirais national, même si à l'époque le terme ne paraît pas adapté. Voilà, donc deux dates importantes, je crois qu'on peut bien retenir, auxquelles on peut en ajouter évidemment une autre qui est 1791, qui est l'existence, j'allais dire, normative de la gendarmerie, lorsque cette institution va recevoir son appellation actuelle par la loi du 16 février 1791. Avec le pragmatisme de la Révolution qui ne va pas évidemment tout transformer, mais qui va garder cette institution qui est assez, d'ailleurs, bien défendue dans les cahiers de doléances et sous l'Ancien Régime, qui s'appelle la maréchaussée. Mais les constituants vont simplement changer son appellation avant que quelques années plus tard, par une loi en 1798, on la dote de son organisation qui, fondamentalement, d'ailleurs, n'a guère évolué depuis. Alors, le propos de votre intervenant cet après-midi était surtout d'insister plutôt sur la période du 19e et du début du 20e siècle, période autour de laquelle la gendarmerie va devenir un service public à proprement parler, même si ce service public va subir les aléas de la période de l'histoire politique française, qui, c'est le moins que l'on puisse dire, est extrêmement agitée depuis la Révolution de 1789. La gendarmerie, c'est ce qu'il note, la gendarmerie a besoin de stabilité alors qu'elle évolue dans un environnement qui est extrêmement agité, tendu, avec évidemment l'instabilité politique, les violences politiques, mais aussi la délinquance, la criminalité, dès la période révolutionnaire, avec les phénomènes de chauffeurs, les chauffeurs de la bande d'Orgères notamment. Les historiens, ils aiment bien dans leurs interventions avoir des petites anecdotes comme ça, ce qui fait d'ailleurs qu'ils sont extrêmement savoureux, alors que nous, les sociologues, on est plutôt ennuyeux en règle générale, moins que les juristes, je tiens à le préciser, mais on l'est un peu. Poétique, par essence, voilà. sérieux. Le droit est poétique, Oui, poète. le droit administratif en particulier. Alors,
Je passe vite sur quelques éléments qui renvoient un petit peu aux vicissitudes de la gendarmerie dans cette première moitié du XIXe siècle, avec un élément important que souligne Gildas Le Petit, c'est la politisation de l'action de la gendarmerie qui est liée au fait que l'institution va être au service du pouvoir. Et elle l'est toujours. D'ailleurs, ce matin, on n'a pas relevé, mais on en avait eu une discussion quand l'excellent général Watengoire disait elle est au service de la population, c'est vrai, mais elle se doit aussi, dans un État démocratique, d'être au service du pouvoir, puisque ce dernier est légitime et exerce ses responsabilités conformément normalement à la règle de droit. Hein, c'est le principe de loyauté, de loyalisme. Alors c'est différent par contre au début du XIXe siècle, où effectivement le pouvoir, le moins que l'on puisse dire, c'est un pouvoir assez autoritaire. Et effectivement, ça aboutit à une logique de politisation qui nuit à cette implication de la gendarmerie dans ses missions de service public, qui explique d'ailleurs aussi pourquoi, et ça a été bien étudié par les jeunes historiens qui se sont intéressés à cette question, combien elle subit aussi l'agressivité de la population. Hein, ce n'est pas une période facile pour elle. C'est même d'ailleurs une période où on s'interroge sur son existence, hein, ce que j'ignorais d'ailleurs, puisque l'institution est mise en cause à propos de certaines affaires judiciaires, dont l'une des plus célèbres est l'affaire Vacher, affaire popularisée par le film Le juge et l'assassin, où il y a effectivement, on met en cause le fait que toutes ces unités de gendarmerie, elles ne communiquent pas beaucoup entre elles, ce qui a permis à ce criminel de commettre un certain nombre de méfaits. Alors pour autant, la gendarmerie au début du XIXe siècle, donc dans la première moitié du XXe siècle, s'impose aussi comme le premier intervenant en matière de catastrophe. Hein, elle devient aussi une force, on va dire presque de sécurité civile. Hein, elle intervient de par sa présence sur l'ensemble du territoire dans les cas d'incendie, d'inondation ou ce genre de problématiques. Et d'ailleurs, Gildas Le Petit note que de nombreux gendarmes sont victimes du devoir par la participation à ces missions de défense civile, de sécurité civile, comme l'atteste le livre d'or de la gendarmerie. Alors, le gendarme participe ensuite à l'aventure coloniale. Hein, il fait partie de ces fonctionnaires d'abord de l'Empire, du Second Empire, puis de la République, qui vont aller sur les territoires qui ont été conquis, qui ont été colonisés. Et il va devenir un des agents de la colonisation, une des incarnations de la colonisation dans les différents territoires. Ce qui va d'ailleurs générer une prolifération de ces missions, puisque opérateur de l'administration coloniale, il va exercer une pluralité de missions, et d'ailleurs encore aujourd'hui, aux confins des territoires. C'est un aspect qu'on retrouve pour les gendarmes d'aujourd'hui qui sont souvent sollicités par de nombreuses administrations parce qu'ils sont souvent sur ces territoires éloignés en voie de désertification, les seuls et uniques intervenants de la puissance publique. Et ça, c'est quelque chose que l'on a dès la période coloniale, où, selon la formule de Jean-Noël Luc, le gendarme est alors l'homme orchestre, hein, celui qui fait un petit peu tout et qui assure l'ensemble des missions de l'administration dans l'ensemble des colonies. Alors ensuite, nous passons au XXe siècle, la période du XXe siècle qui est marquée par la gendarmerie, évidemment par les deux conflits mondiaux, qui vont avoir sur elle un impact très différent. Il y a des travaux très intéressants, d'ailleurs, que je vous recommande, qui ont été réalisés ces derniers temps sur la Première Guerre mondiale, sur l'action de la gendarmerie au cours de la Première Guerre mondiale, notamment de Louis Panel, où on apprend énormément de choses, en particulier sur l'image extrêmement dégradée et injuste, d'ailleurs, dont pâtit la gendarmerie, qui joue pourtant un rôle essentiel lors des opérations de mobilisation, sans laquelle d'ailleurs la France n'aurait pas, à l'époque, avec les moyens rudimentaires, ne serait pas parvenue à entrer en guerre très rapidement. Hein. Pour autant, le gendarme va pâtir d'une image extrêmement dégradée avec cette Première Guerre mondiale, hein, l'image de celui qui pousse les autres vers la guerre et qui ne la fait pas. Hein. Et c'est une image d'ailleurs même parfois qu'on entend encore aujourd'hui, hein, cette image du gendarme. Et notre intervenant souligne également la problématique de la Seconde Guerre mondiale, et évidemment, comme toutes les forces de l'ordre, et plus généralement comme toute l'administration française, une logique de collaboration qui va nuire, au moins pendant un temps, à son image.
Alors, pour autant, le XXe siècle, c'est aussi la gendarmerie qui accompagne la modernisation. Le premier élément de la modernisation, et c'est souligné largement dans la contribution, c'est bien évidemment la motorisation du service, hein, qui va être une véritable révolution, un véritable bouleversement, avec un décalage évidemment par rapport à l'extension du parc automobile dans l'ensemble de la société, mais la montée en puissance de cette mission, avec la création d'unités spécialisées, brigades motorisées, pelotons autoroutes, etc., etc. Voilà. Et l'autre élément, c'est ensuite le développement donc, des moyens de télécommunication, donc de transmission et de télécommunication. Et la troisième étape, c'est ce qui a été si bien expliqué ce matin par Jalvat Anguar, c'est-à-dire l'entrée dans le numérique et l'informatisation. La gendarmerie, au cours de cette période, elle est dans sa logique de service public, puisqu'elle essaye de s'adapter aux évolutions considérables qui caractérisent la seconde moitié du XXe siècle. La mobilité, la périurbanité, le développement de la société des loisirs, la problématique touristique, par exemple. Et bien, la gendarmerie, en tant que service public, elle va être amenée, avec les moyens qui sont les siens, à s'adapter à toutes ces évolutions de la société pour continuer à mettre en œuvre ce principe fondamental du service public, qui est l'adaptabilité, la capacité à s'adapter pour assurer une prestation de service public dans un contexte extrêmement évolutif au niveau normatif, l'évolution du droit pénal, l'évolution de son cadre de rattachement, etc., etc. Donc voilà très schématiquement synthétisé la contribution, alors qui n'était pas facile à la mission qui a été donnée à notre collègue, n'est pas facile, puisque c'était de rendre compte en quelques pages de ces siècles d'évolution de l'institution dans sa mission de service public. Ce fut parfaitement synthétique. 13 minutes. Je reviendrai d'ailleurs sur ces points à propos du thème que j'ai choisi. Mais pour rester aussi dans le même ordre d'idée, après l'approche de l'historien, une approche tout à fait contemporaine, immédiate, d'un homme qui connaît les finances et les chiffres également, à la DGGN, M. Châtelain, sur cette fois-ci la vision, en tout cas celle qui est la sienne, du service rendu par les institutions de gendarmerie.